Il y a un moment où tu réalises que les 7 choses qui volent tes années restantes ne sont pas celles que tu attendais. Et au moment où la plupart des gens comprennent ce qu'elles sont, ils ont déjà perdu une décennie à porter un poids dont ils n'avaient jamais eu besoin. J'ai 83 ans. Je m'appelle Marguerite, et si je pouvais revenir à 65 ans, au matin où je me suis réveillée, retraitée, quand Richard était encore vivant, quand je pensais que la partie difficile de la vie était enfin terminée, j'éliminerais impitoyablement 7 choses immédiatement, pas graduellement, pas gentiment, impitoyablement. Parce qu'entre 65 et 83 ans, j'ai porté des bagages qui m'ont rendue plus petite, plus silencieuse, plus effrayée. Des bagages qui ont volé une énergie que je ne récupérerai jamais. Du temps que je ne peux pas récupérer. Et je vois des gens à 60 ans, à 70 ans, portant exactement le même poids, pensant qu'ils ont le temps de s'en occuper plus tard, pensant que ce n'est pas si important, pensant que tout le monde le porte aussi, donc ça doit être normal. Ce n'est pas normal, c'est du vol. Et je vais te dire exactement ce qui est volé et comment l'arrêter. Parce que peut-être que tu as 65 ans maintenant, peut-être 70, peut-être 55 et tu regardes ce qui arrive. Et peut-être que tu peux laisser tomber ce poids avant qu'il ne te coûte une autre année. Richard est mort quand j'avais 75 ans. Crise cardiaque dans la cuisine. Parti en quelques minutes. Mais voilà ce que personne ne te dit sur les 10 ans avant que quelqu'un meure. Ces années, de 65 à 75, étaient censées être notre récompense. Retraite, liberté, tant que nous avions gagné après 46 ans de mariage et des décennies de travail. Nous en avons gaspillé la plupart. Pas dramatiquement, pas de façon que quiconque remarquerait, mais tranquillement, lentement, portant 7 poids spécifiques qui nous ont rendus plus lents, plus petits, moins vivants que nous aurions dû l'être. Et je ne l'ai pas réalisé jusqu'à ce qu'il soit parti et que je ne puisse pas récupérer ces années. La première chose que j'éliminerai impitoyablement, c'est maintenir des relations qui ont cessé d'être réelles il y a des années. À 65 ans, j'avais un cercle social d'environ 80 femmes, groupe d'église, anciennes collègues. Voisine de 3 maisons différentes où nous avions vécu, épouse des collègues de Richard. Je dépensais une énergie énorme à maintenir ces connexions. Cartes d'anniversaire, cartes de Noël, déjeuners occasionnels, présence aux funérailles, présence aux baby showers pour des petits-enfants que je ne rencontrerai jamais. Politesse de surface qui prenait du temps et ne rendait rien. À 68 ans, une femme que je connaissais depuis 30 ans, je l'appellerai Diane, a organisé un déjeuner, a invité 15 d'entre nous. Les filles, nous appelait-elle. Nous avions toute la fin soixantaine. J'y suis allée. Et passé 3 heures à une table de restaurant avec des femmes à qui j'avais envoyé des cartes de Noël pendant des décennies. Elles parlaient des acceptations universitaires des petits-enfants, maisons de vacances, cuisine rénovée, croisière en Grèce, dont le portefeuille de retraite performait mieux. Je me suis assise là en pensant à une question que ma sœur Jeanne m'avait posée la veille que je traitais encore, à propos d'un livre que je lisais sur la mémoire et le temps, à propos de l'heure que j'avais passée ce matin à regarder les oiseaux sur ma terrasse et à ressentir quelque chose proche de la paix. Rien de tout ça n'aurait eu de sens à cette table. Elle n'avait pas de vraie conversation. Elle performait, compétitionnait, maintenait. Alors j'ai performé aussi. Sorry, hocher la tête, contribuer les réponses attendues. Suis rentrée épuisée. Pas physiquement, émotionnellement, comme si j'avais retenu ma respiration pendant 3 heures. Richard a demandé comment c'était. J'ai dit bien, content de voir tout le monde, mais ce n'était pas le cas. C'était drainant. Prétendre se soucier de choses dont je ne me souciais pas. Prétendre être une version de moi-même qui s'adaptait à cette table. J'ai continué à le faire, continué à accepter les invitations, continué à envoyer des cartes, continué à maintenir. Jusqu'à 71 ans. Décembre.
assise à écrire des cartes de Noël. Ai fait ma liste, 83 noms, et je me suis arrêtée. Me suis posé une question que je ne m'étais jamais posée auparavant. De qui voudrais-je vraiment avoir des nouvelles? Si ces personnes répondaient, de qui serais-je vraiment heureuse de lire la lettre? 7 personnes. Sur 83 noms. Ma sœur Jeanne, une femme nommée Alice du travail il y a 30 ans qui appelait encore tous les quelques mois pour de vraies conversations. Sarah, ma voisine, avec qui j'avais commencé à marcher occasionnellement. Cette vraie connexion, 76 performances. J'ai éliminé 76 cartes de Noël cette année-là, 76 fausses amitiés que j'avais maintenues par obligation et peur. Peur de sembler inamicale, peur d'être vue comme difficile, peur d'être seule. Mais voilà ce qui s'est passé à la place. J'avais plus de temps, plus d'énergie. Plus d'espace pour les 7 personnes qui comptaient réellement. Et je n'étais pas seule, j'étais sélective. La recherche dit que les humains ne peuvent maintenir que 5 à 15 relations vraiment proches. Tout au-delà de ça et de la performance. Drainage d'énergie déguisée en connexion. J'ai passé 6 ans, de 65 à 71, à maintenir 83 relations quand je n'avais de capacité que pour 7. Ce sont 6 ans d'énergie que j'aurais pu dépenser sur une vraie connexion, sur Jeanne, sur connaître réellement mes petits-enfants au lieu de performer la grand-mère pour un public qui ne se souciait pas. Partie, parce que j'avais peur d'être impitoyable. La deuxième chose que j'éliminerais, c'est traiter l'argent comme s'il était plus précieux que le temps qu'il me restait pour le dépenser. Richard et moi avons économisé soigneusement toute notre vie, toujours en préparation pour les urgences, pour plus tard, pour quand on en aura vraiment besoin. À 65 ans, nous étions enfin en sécurité. Pas d'hypothèque, compte de retraite sain, bonne pension, tout pourquoi nous avions travaillé. Richard voulait voyager, vraiment voyager. Pas les voyages rapides de week-end que nous avions réussi en travaillant, mais de vrais voyages prolongés. Il voulait 3 semaines en Italie. Voulait voir le village d'où venait sa grand-mère. Voulait manger de la vraie nourriture italienne dans de petites villes dont personne n'a entendu parler. Voulait 1 mois à visiter les parcs nationaux, les Pyrénées, les Alpes, le Mont Blanc, tous les endroits qu'il avait vus dans les magazines mais n'avait jamais eu le temps de visiter. Voulait aller en Irlande, tracer son histoire familiale, se tenir où son arrière-grand-père s'était tenu avant d'émigrer. Chaque fois qu'il en parlait, je disais la même chose. Attendons. Assurons-nous d'être vraiment en sécurité d'abord. Et si quelque chose arrive? Et si on a besoin de cet argent? J'étais terrifiée d'être irresponsable, de dépenser de l'argent dont on pourrait avoir besoin, de finir fauchée et impuissante. Alors nous avons attendu, fait des plans pour l'année prochaine, regardé nos économies croître. Nous sentions responsables, nous sentions en sécurité. À 70 ans, la santé de Richard a commencé à changer. Rien de dramatique, juste l'accumulation de l'âge. Ses genoux faisaient plus mal. Il se fatiguait plus facilement, avait besoin de sieste après les activités matinales. À 73 ans, il a eu sa première crise cardiaque, à Survecu. S'est rétabli, mais voyager est devenu compliqué, risqué. Nécessitait des autorisations médicales et une planification supplémentaire et une surveillance constante. À 75 ans, il est mort. Dans notre cuisine, en faisant du café, je me suis assise dans cette maison après les funérailles en regardant nos relevés bancaires. Plus d'argent que ceux avec quoi nous avions commencé la retraite. Plus que ce dont nous avions besoin. Plus que ce dont nos enfants avaient besoin. De l'argent qui ne pouvait pas racheter les voyages en Italie que nous n'avions jamais faits. Les parcs nationaux que nous n'avions jamais vus. Le village irlandais que nous n'avions jamais visité. Je connais une femme dont le mari voulait les mêmes choses, voulait voyager pendant qu'il pouvait. Et elle a dit oui. Ils ont dépensé l'argent qu'ils avaient économisé, ont vu l'Italie, ont randonné dans les Alpes,
se sont tenus dans des villages irlandais en pleurant sur les tombes de parents qu'ils n'avaient jamais rencontrés. Son mari est mort à 76 ans, même âge que Richard, mais elle ne s'assoit pas seule à regarder des relevés bancaires en se demandant à quoi servait l'argent. Elle s'assoit seule à se souvenir, vivant des souvenirs qu'ils ont créés au lieu de l'argent qu'ils ont économisé. La différence entre nous était un mot. Elle a dit oui. J'ai dit attendons. Et attendre m'a coûté tout ce que ces économies étaient censées acheter. Parce que l'argent ne peut pas racheter le temps, ne peut pas ressusciter les morts, ne peut pas transformer plus tard en maintenant. La troisième chose que j'éliminerai impitoyablement, c'est la façon dont je mangeais. À 65 ans, je mangeais comme j'avais mangé pendant 40 ans. Gros dîner, pain avec tout, dessert la plupart des soirs. Deuxième portion si c'était bon, nourriture comme réconfort, comme récompense, comme divertissement. Mon corps a commencé à changer de façon que je ne pouvais pas ignorer. Poids qui ne partait pas, peu importe ce que j'essayais. Articulation qui faisait constamment mal. Énergie qui disparaissait à 14 heures. Tension artérielle grimpant chaque année. Le médecin a prescrit des médicaments. Je les ai pris et continué à manger de la même façon. À 70 ans, je prenais 6 médicaments. Tension artérielle, cholestérol, prédiabète, inflammation articulaire, réflux acide, somnifère parce que les autres médicaments rendaient le sommeil difficile. Je me souviens être debout dans ma cuisine à 72 ans, disposant mes pilules du matin à côté de mon petit déjeuner. 6 pilules, un morceau de pain grillé avec du beurre. Les pilules prenaient plus de place sur l'assiette que la nourriture. Et j'ai pensé, quelque chose ne va pas dans cette image. Mais je n'ai rien changé. Une amie à moi, Ruth, avait des problèmes similaires, chiffres similaires, liste de médicaments similaires. Mais à 70 ans, son médecin a dit quelque chose de différent. Il a dit, ces pilules gèrent les symptômes, mais la cause profonde, c'est ce que vous mangez. Vous pouvez continuer à prendre plus de pilules ou vous pouvez changer ce que vous mettez dans votre corps. Elle a changé ce qu'elle mangeait. Portion plus petite, plus de protéines, légumes au lieu de juste féculents et pain. Arrêter de manger quand elle était satisfaite au lieu de quand elle était pleine. En 6 mois, son médecin a commencé à réduire ses médicaments. En 1 an, elle était descendue à 2 pilules au lieu de 7. Son énergie est revenue. Ses articulations faisaient moins mal. Elle bougeait comme quelqu'un de plus jeune. Je n'ai pas fait ces changements jusqu'à 74 ans. Après la mort de Richard, après avoir réalisé que je mangeais les mêmes repas que nous avions toujours mangés, même si je cuisinais pour une et mon corps avait besoin de quelque chose de différent. J'aurais aimé faire ces changements à 65 ans. Aurais aimé comprendre que la nourriture après 60 ans n'est pas la même que la nourriture à 40 ans, que mon corps avait besoin de carburants différents, que manger pour le plaisir et manger pour la santé pouvaient être la même chose si je faisais attention. Au lieu de ça, j'ai passé 9 ans à me sentir lourde et fatiguée et médicamentée. 9 ans que je ne peux pas récupérer. La 4e chose que j'éliminerais, c'est parler quand j'aurais dû écouter. À 65 ans, je donnais des conseils depuis plus de 40 ans. À mes enfants, à des collègues, à quiconque semblait avoir besoin de conseils. Et je ne pouvais pas m'arrêter, même quand personne ne demandait, même quand mes conseils n'étaient pas voulus, même quand ça éloignait activement les gens. Ma fille Léa appelait pour parler de quelque chose avec sa fille adolescente. Un conflit, une inquiétude, et avant qu'elle ne puisse finir d'expliquer la situation, j'interrompais. Quand tu avais cet âge, voilà ce que j'ai fait. Voilà ce qui a marché. Voilà ce que tu dois lui dire. Mon fils David mentionnait une décision à laquelle il faisait face au travail, et je lui disais immédiatement ce que je pensais qu'il devrait faire. Ne posez pas de questions. Ne l'aidez pas à y réfléchir. Lui disais juste, ils ont commencé à appeler moins. Visitez moins,
Quand il visitait, les conversations restaient au niveau de la surface. Météo, activité des enfants, rien de réel. Je ne remarquais pas. Ou je remarquais mais me disais qu'ils étaient occupés. Que c'était normal pour les enfants adultes. À 72 ans, mon petit-fils, le fils de Léa, a obtenu son diplôme de lycée. Dîner de famille après. Tout le monde là. Grande célébration. J'ai passé tout le repas à lui donner des conseils sur l'université. Ne fais pas trop la fête. Étudie dur. Choisis une spécialité pratique. Rejoins les bons clubs. Fais les bonnes connexions. Même conseil que j'avais donné à tous mes enfants 30 ans plus tôt. Même script, même conférence. Il était poli. A dit « Merci grand-mère ». « Sorry ». A hoché la tête aux bons endroits. Mais après que tout le monde soit parti, Léa m'a prise à part. Elle était en colère. Vraiment en colère. Première fois que je la voyais aussi en colère depuis des années. Elle a dit « Maman, tu réalises que tu lui as parlé pendant 1 heure entière. Tu ne lui as pas posé une seule question sur ce qu'il veut, ce qui l'excite, ce qui lui fait peur. Tu lui as juste fait la leçon comme s'il avait encore 6 ans. » Je me suis mise sur la défensive et dit que j'essayais d'aider, et dit que j'avais de l'expérience qu'il n'avait pas, et dit que c'est ce que font les grands-mères. Elle a dit « Non maman, c'est ce que tu fais. Et c'est pourquoi aucun de nous ne te dit plus rien de réel. Parce que tu n'écoutes pas, tu attends juste ton tour pour parler. Et puis tu nous dis ce qu'on devrait faire au lieu de nous demander ce qu'on veut. » Ça a tout traversé, parce qu'elle avait raison. J'avais parlé à mes enfants pendant des années, des décennies, pas avec eux, pas à eux, à eux. Et je les avais perdus à cause de ça, perdu la chance de les connaître réellement comme adultes, perdu leur confiance, perdu les vraies conversations. J'ai commencé à essayer de changer, à écouter plus, à poser des questions et puis vraiment attendre les réponses au lieu d'interrompre avec des conseils. C'était incroyablement difficile. Cet instinct de corriger, de guider, de réparer, il est profond, automatique, 40 ans d'habitude. Mais quand j'y arrivais, quand j'écoutais vraiment et demandais et attendais, mes enfants ont recommencé à me parler. Vraiment parler, pas juste rapporter, partager. J'aurais aimé apprendre ça à 72 ans au lieu d'attendre. Ces années avant, j'aurais pu connaître mes enfants, mes petits-enfants. Aurait pu avoir de vraies relations au lieu de performer. En fait, j'ai tout écrit. Les 7 choses, le poids que j'ai porté, les années que j'ai perdues, les schémas que j'ai finalement vus, je l'ai mis dans un livre appelé « Le Code de la liberté ». Mon fils David m'appelle constamment à ce sujet maintenant, dit que c'est trop révélateur, dit que ça fait paraître notre famille dysfonctionnelle. Dit que les gens vont me juger, le juger, nous juger tous. Dit que je dois le retirer avant que ça cause de vrais problèmes. Mais une femme nommée Catherine de Nantes m'a écrit la semaine dernière. Elle a 67 ans, maintenait des amitiés qui la drainaient depuis 30 ans. A lu le livre, a coupé ses relations. Dit qu'elle a enfin de l'énergie pour les gens qui comptent vraiment. Un homme nommé Vincent de Lyon, 71 ans. Sa femme demandait à voyager depuis des années. Il continuait à dire plus tard. A lu le livre la semaine après que sa femme ait été diagnostiquée avec un Parkinson précoce. A réservé le voyage en Grèce qu'il reportait depuis 1 décennie. Dit qu'il a fini d'attendre des conditions parfaites qui ne viennent jamais. Une femme nommée Constance de Marseille, 69 ans, a réalisé qu'elle faisait la leçon à ses enfants adultes au lieu de les connaître. A changé comment elle leur parlait. Sa fille lui a dit « J'ai l'impression de rencontrer ma vraie mère pour la première fois ». Le lien est dans le commentaire épinglé. David va continuer à appeler, continuer à insister que ça doit descendre, continuer à s'inquiéter de la réputation de la famille et de ce que pensent les gens. Mais les gens le lisent et laissent tomber le poids qu'ils portent depuis des années, donc il reste pour l'instant. La 5e chose que j'éliminerai impitoyablement, c'est rester assise. À 65 ans, j'avais travaillé debout pendant des décennies. Bureau d'accueil, bureau, debout, marchand, bougeant constamment.
La retraite semblait être une permission de me reposer enfin, de m'asseoir, de me détendre après toutes ces années debout. Alors je me suis assise, lisant dans ma chaise pendant des heures, télévision tous les soirs, ordinateur le matin, conduisant partout au lieu de marcher même de courtes distances. À 70 ans, mon corps avait changé de façon que je ne reconnaissais pas. Les escaliers sont devenus difficiles. Me lever d'une chaise nécessitait de pousser avec mes bras. Mon dos faisait constamment mal. Les mouvements simples semblaient durs. Le médecin a dit que j'avais perdu une masse musculaire significative. A dit que je devais bouger plus. J'ai dit que j'étais fatiguée. Elle a dit que c'est exactement pourquoi je devais bouger, que rester assise me rendait plus fatiguée, pas moins. Je n'ai pas écouté et continué à m'asseoir et continué à me sentir plus fatiguée et continué à bouger moins. À 73 ans, je suis tombée, juste en sortant du lit, et mal mis le pied. Mes jambes ne pouvaient pas me rattraper, ne pouvaient pas se stabiliser assez vite et frapper le sol durement. Côte meurtrie. Me suis plus fait peur que mal. La kinésithérapeute a dit « Vous avez perdu une force et un équilibre significatif. C'est pourquoi vous êtes tombé. C'est pourquoi vous ne pouviez pas vous rattraper. » Elle m'a montré des photos de scans musculaires, m'a montré à quoi ressemble la masse musculaire à 70 ans chez quelqu'un qui bouge régulièrement versus quelqu'un qui s'assoit la plupart de la journée. La différence était choquante. Visible. Indéniable. J'ai commencé à marcher à 74 ans, juste 20 minutes la plupart des matins. Rien d'impressionnant. Juste bouger au lieu de m'asseoir. En quelques mois, je me sentais différente, plus forte, plus stable, moins fatiguée. Mais je ne peux pas récupérer ce que j'ai perdu, ne peux pas reconstruire le muscle qui s'est atrophié de 65 à 74, peut seulement arrêter d'en perdre plus. Je connais un homme, Henri, qui a 80 ans maintenant, a marché tous les matins pendant 40 ans, 30 minutes, qu'il pleuve ou qu'il vente, pas d'exception. Il bouge comme quelqu'un de 20 ans plus jeune, monte les escaliers sans y penser, se lève des chaises sans utiliser ses bras, vit dans son corps au lieu d'être piégé par lui. J'aurais aimé être cette personne. Aurais aimé continuer à bouger à 65 ans au lieu de traiter la retraite comme une permission de décliner. La 6e chose que j'éliminerais, c'est obséder sur les chiffres de santé comme s'ils déterminaient ma valeur. À 68 ans, je suis devenue fixée sur ma tension artérielle et acheté un moniteur à domicile. La vérifiais tous les matins, parfois 2 fois par jour. Si elle était élevée, même légèrement, je paniquais, catastrophais. Imaginais des AVC, imaginais mori. Le médecin continuait à ajouter des médicaments pour obtenir les chiffres parfaits. Quelque chose pour la tension artérielle, quelque chose pour le cholestérol, quelque chose pour la glycémie, quelque chose pour les effets secondaires des 3 premiers, quelque chose. À 70 ans, je prenais 7 médicaments quotidiennement, pilules qui me faisaient me sentir brumeuse, fatiguée, déconnectée de mon propre corps. Ne pouvais pas dire si l'épuisement était l'âge ou les médicaments. Ne pouvais pas dire si je me sentais vraiment mal ou si je sentais juste que je devrais me sentir mal parce que mes chiffres n'étaient pas parfaits. J'ai une amie, Alice, qui avait des chiffres similaires. Tension artérielle légèrement élevée, cholestérol légèrement élevé, rien de dangereux, juste pas parfait. Son médecin a dit quelque chose que le mien n'a jamais dit. Il a dit « Vous avez 70 ans. Ces chiffres sont normaux pour 70 ans. Comment vous sentez-vous réellement ?» Elle a dit qu'elle se sentait bien. Énergique, capable. Il a dit « Alors vous allez bien. On n'essaie pas de vous rendre 25 à nouveau. On essaie de vous garder en santé à 70. Et en santé à 70 semble différent que parfaite à 25. » Elle a arrêté d'obséder, arrêté de vérifier les chiffres constamment, a pris moins de médicaments, a vécu sa vie basée sur comment elle se sentait au lieu de ce que disait son moniteur de tension artérielle,
J'aurais aimé avoir cette conversation à 68 ans au lieu de passer des années à chasser des chiffres parfaits avec des médicaments qui me faisaient me sentir pire. La 7e chose, la chose la plus importante que j'éliminerai impitoyablement, c'est comparer ma vie à la version organisée de tout le monde. À 65 ans, je suis allée à une fête de retraite pour une femme avec qui j'avais travaillé. 20 d'entre nous, toutes récemment retraitées ou sur le point de l'être. Tout le monde a commencé à partager ses plans de retraite. Une femme avait acheté une 2e maison dans le Var, une autre voyageait dans 6 pays dans l'année suivante. Une autre avait des abonnements de saison à la symphonie et à l'opéra. Les enfants d'une autre avaient tous exceptionnellement bien réussi financièrement et l'emmenaient en croisière. Je me suis assise là, me sentant plus petite avec chaque histoire. Nos plans semblaient ordinaires, petits, insuffisants. Richard et moi planifions juste de vivre, jardiner, lire, passer du temps ensemble. Peut-être de courts voyages occasionnellement. En rentrant, je me sentais comme si nous avions échoué d'une certaine façon, comme si nous avions mal fait la retraite. Comme si tout le monde avait compris comment la rendre spectaculaire pendant que nous nous contentions du banal. Ce sentiment est resté pendant des années. Chaque carte de Noël, avec des photos des vacances européennes de quelqu'un, chaque mention décontractée à l'église de la bourse d'un petit enfant de quelqu'un pour une grande école, chaque histoire sur la retraite de quelqu'un qui semblait plus complète, plus riche, plus réussie que la nôtre. Je mesurais constamment, venais constamment insuffisante, me demandais constamment ce que nous avions fait de mal. À 76 ans, 1 an après la mort de Richard, j'étais assise sur ma terrasse un matin, tôt, café, regardant la lumière changer, et j'ai réalisé que j'étais complètement heureuse dans ce moment exact, pour aucune raison qui impressionnerait quiconque. Juste parce que l'air était frais et le café était chaud et un oiseau chantait et j'étais vivante pour le remarquer. Personne à qui le comparer, personne contre qui le mesurer. Juste assez. J'ai commencé à remarquer ce sentiment plus souvent. Marchant avec Emma de l'école, sa petite main dans la mienne, appel téléphonique du mardi matin avec Jeanne qui durait parfois 1 heure. Le livre que je lisais, qui me faisait penser au temps différemment. Rien de tout ça ne semblait impressionnant de l'extérieur. Rien de tout ça ne ferait une bonne carte de Noël. Mais c'était réel, à moi. Assez. J'aurais aimé comprendre ça à 65 ans au lieu de 76. Aurais aimé passer ces 11 ans à vivre ma vie au lieu de la mesurer contre les moments forts soigneusement organisés de tout le monde. Je suis reconnaissante maintenant pour ce que j'ai finalement appris, pour le poids que j'ai finalement laissé tomber, pour les années qu'il me reste sans porter ce que je portais avant, reconnaissante pour Sarah et Emma, pour les appels du mardi avec Jeanne, pour cette maison tranquille, pour le café sur la terrasse, pour assez, merci d'avoir été avec moi, d'avoir écouté des choses que j'aurais aimé que quelqu'un me dise à 65 ans, pour peut-être laisser tomber quelque chose de lourd avant que ça ne te coûte plus d'années que ça devrait. Le livre est dans le commentaire épinglé, le code de la liberté, tout ce que j'ai appris trop tard, tout ce que je dirais à mon moi de 65 ans. David continue à appeler, continue à insister que ça doit descendre, dit que les gens parlent, dit que ça fait mal paraître la famille, dit que j'expose des choses qui devraient rester privées. Mais si ça aide une personne à éliminer une de ces 7 choses à 65 ans au lieu de 83, ça compte plus que la réputation de la famille. Donc il reste, au moins pour l'instant, si tu veux être avec moi à nouveau, je serai là. Toujours en train d'apprendre, toujours en train de laisser tomber le poids dont je n'ai pas besoin, toujours reconnaissante pour le temps que je ne gaspille plus. Prends soin de toi. Quoi que cela signifie pour toi,